Le journal Le Monde diffuse le podcast Chaleur humaine, dont voici la description. Comment faire face aux défis climatiques. Tous les mardis, Nabil Wakim et la rédaction du Monde invitent des experts pour comprendre les enjeux et trouver des solutions. Ça tombe bien, parce que c'est un sujet qui m'intéresse. En plus, j'ai vu qu'ils viennent de mettre en ligne un épisode intitulé « Petit guide pour sortir des énergies fossiles ». Donc oui, je pense que ça va être intéressant. Et c'est une urgence, effectivement. L'industrie fossile, et même l'industrie tout court, c'est en train de provoquer la 6e extinction de masse à une vitesse hallucinante. Donc oui, il faut qu'on arrête immédiatement. En plus de ça, si on regarde les 10 dernières années, on voit qu'on est dans une impasse politique. Le rapport de force n'est pas du tout en notre faveur. On a bien vu que la COP21, c'est du greenwashing. Les marches pour le climat, oui, c'est sympa, mais ça mène absolument nulle part. Et enfin, la pétition, signée par 2 millions de personnes pour attaquer l'État en justice. Ah oui, on a vu ce que ça a donné. On a 4 assos qui y sont allés. Ils ont appelé ça l'affaire du siècle. Et résultat des courses, l'État français a été condamné à verser 1 euro symbolique. 1 euro, hein. J'ai pas réussi à savoir si c'était 1 euro pour chaque asso ou 1 euro à se partager en 4, équitablement. Mais bon, apparemment, ça c'est l'affaire du siècle. À tel point que Greenpeace et Marion Cotillard ont crié victoire historique pour le climat. Bon, bah si ça c'est une victoire historique, ouais, j'imagine pas les conséquences d'une défaite. Et ça me rassure pas vraiment sur la pertinence de ces ONG, ni de leur mode d'action. Donc, en tout cas, excellente initiative, ce petit guide pour mettre à l'arrêt l'industrie fossile, une bonne fois pour toutes, sur un grand média en plus. Allez, j'ai hâte d'écouter ça. Alors je me suis dit que pour se donner du grain à moudre et du courage pendant l'été, j'allais partager avec vous ce que j'ai retenu de ces 2 ans d'épisodes de Chaleur humaine, après plus de 60 discussions avec plein d'experts et pas mal de recettes de cuisine. Et puisqu'il faut bien commencer par le début, voilà le point de départ. Pour atteindre la neutralité carbone et limiter les effets du réchauffement climatique, il faut baisser notre consommation d'énergie fossile. Mais comment on fait pour utiliser moins de pétrole, de gaz et de charbon à l'échelle mondiale ? Quoi, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe ? Je croyais qu'on voulait sortir des énergies fossiles. C'est même le titre du podcast. Hein. Petit guide pour sortir des énergies fossiles. Donc pourquoi ça commence direct avec la neutralité carbone ? Ça n'a rien à voir, c'est autre chose. La neutralité carbone, c'est pas du tout pour arrêter l'industrie fossile. Au contraire, c'est pour continuer d'extraire, de produire, de polluer, de tout défoncer. Non, c'est pas pareil. Ah, peut-être que vous vous demandez comment les industriels ont le droit de polluer, alors que vous, à la maison, vous triez bien vos déchets et surtout, vous faites bien pipi sous la douche. Ok. Je vous explique comment ça fonctionne, mais attention, hein, moi, j'ai rien à voir avec ça. C'est pas du tout pour vous encourager. La neutralité carbone, d'accord, sur le papier, c'est un procédé légal. Juridiquement, vous risquez rien, mais faut pas le faire pour autant. C'est juste pour expliquer. Alors comment ça se passe ? Ça se passe en 2 temps. On imagine d'abord que vous êtes un gros capitaliste. Donc dans un premier temps, ce que vous allez faire, c'est générer des nuisances écologiques et sociales. N'importe quel type de nuisance, en fonction de vos compétences, de votre sensibilité ou des éventuelles opportunités qui se présentent à vous. Vous faites ce que vous avez à faire. C'est-à-dire, vous pillez, vous exploitez, vous polluez, quoi d'autre ? Vous massacrez, et vous transformez tout ça en marchandises. Bref, vous faites votre petit business, hein, comme d'habitude. Vous oubliez surtout pas de bien récupérer l'argent parce que vous en aurez besoin pour la suite. Et ça, c'est la première étape. Et dans un deuxième temps, grâce à tout l'argent que vous avez gagné, vous en prenez une petite partie, et pour éviter les problèmes, vous allez effectuer ce qu'on appelle une compensation carbone. C'est-à-dire, tout simplement, vous allez compenser toutes les erreurs que vous aurez commises. Maintenant, pour compenser, vous avez 2 options. Première option, ça se passe sur le marché du carbone, avec plein de gros capitalistes comme vous. Vous achetez ce qu'on appelle des crédits carbone, un gros capitaliste qui lui aussi génère des nuisances, hein, mais c'est des nuisances bien spécifiques qui donnent droit à des crédits carbone. Bon, c'est un peu technique. En gros, il vend, vous achetez, c'est gagnant-gagnant, tout le monde est content, et puis voilà,
à la fin, vous avez bien compensé. Ou deuxième option, vous payez quelqu'un pour qu'il aille creuser un trou quelque part dans le sol, planter un arbre. Donc ça aussi, c'est très très sérieux et ça compense tout aussi bien. Donc voilà, vous avez vu, c'est pas très compliqué. Vous faites ça une fois par an et vous êtes tiré d'affaire. On peut plus rien vous dire. Alors, maintenant, dans le cas où vous avez un budget hyper serré, parce que, je sais pas, c'est compliqué pour vous en ce moment, vous commencez, il y a eu un problème, vous avez déjà tout dépensé, enfin, ça arrive. Il y a une petite astuce à connaître pour s'en sortir dans ce genre de situation. Si on vient vous reprocher quoi que ce soit, vous vous dégonflez pas. Vous regardez la personne bien en face, droit dans les yeux, et vous dites « j'assume ». Parce que moi, je crée des emplois. Et toi ? Et là, ça va bien la calmer. Elle ne saura plus quoi dire. Et puis après, vous enchaînez direct, en rejetant toute la responsabilité sur un obscur fournisseur très très loin en Chine. Voilà, c'est toute sa faute à lui, et normalement ça passe. Et au pire du pire, il y a l'affaire du siècle et Marion Cotillard qui vous font un procès. Vous payez 1 euro symbolique, et puis c'est fini, vous rentrez chez vous. Voilà, pensez juste à avoir toujours 1 euro symbolique dans votre poche, au cas où. Vous avez vu, c'est pas mal, c'est pas mal la compensation carbone. Franchement, c'est bien trouvé comme concept. C'est inspiré du principe des indulgences. En gros, tu mérites clairement l'enfer, mais tu peux toujours soudoyer l'église catholique pour t'échapper au paradis. Et en plus, ça nous vient directement des États-Unis, du gouvernement américain, c'est-à-dire la plus grande puissance militaire, nucléaire, capitaliste, impérialiste du monde. Donc avec eux, si vous avez le moins de soucis, vous pouvez directement les appeler et puis ils vous diront bon alors raconte-moi, t'as fait des saletés ? Écoute, c'est pas une catastrophe, franchement, ça arrive à tout le monde. T'inquiète pas, on a l'habitude, on va s'en occuper. Toi, tu vas faire un petit paiement compensatoire et puis c'est bon, on va dire que tu fais plus partie du problème. T'es avec nous maintenant, tu fais partie de la solution. Et en plus, on accepte les cartes bleues. Il y a 3 grosses briques qui vont ensemble, sinon la maison, elle tient pas bien. La première, c'est que pour sortir des fossiles, ça a l'air idiot dit comme ça, mais en fait, il faut arrêter d'investir dans les énergies fossiles. C'est bien pour ça que les experts de l'Agence internationale de l'énergie, l'AIE, insistent depuis quelques années sur l'importance de ne pas lancer de nouveaux projets pétroliers ou gaziers. Les compagnies pétrolières, elles répondent à ça qu'on ne peut pas arrêter de développer des puits pétroliers, puisqu'on en consomme toujours plus du pétrole. C'est vrai, on a consommé en 2023 plus de pétrole que jamais dans l'histoire, avec plus de 100 millions de barils par jour. D'accord, mais pourquoi ils nous parlent de l'AIE ? L'Agence internationale de l'énergie, leur mission, c'est la sécurité énergétique et le développement économique des pays riches. En gros, ils distribuent du carburant et ils s'enrichissent en nous vendant des cochonneries. Et mentalement, les gars, c'est les propriétaires d'une station-service sur l'autoroute du Soleil. C'est pas des zadistes. Donc, pourquoi ils nous parlent de ça ? L'Agence internationale de l'énergie, elle a été créée en 1974, suite au premier choc pétrolier, pour éviter que ça recommence, pour éviter les pénuries de pétrole. C'est à cause d'eux, là, qu'on consomme les 100 millions de barils par jour. Ils sont responsables de tout ça. Oui, ok, récemment, ils ont un discours pseudo-écolo, mais ça, c'est juste en apparence. C'est pas du tout des camarades. Leur job, à tous ces experts, fondamentalement, il n'a pas changé. C'est de s'assurer que le système industriel fonctionne bien, que le carburant soit bien distribué absolument partout, pour s'en mettre plein les poches. C'est ça leur boulot. Ils sont complices. Les gars, ils ont du sang sur les mains. Donc déjà, je vois pas trop pourquoi Nabil Wakim, le journaliste, qui a l'air très sympa, c'est pas le problème. Je vois pas pourquoi il va chercher ses conseils en écologie à l'AIE. C'est comme s'il allait chercher une réflexion intelligente chez Cyril Hanouna. On peut essayer, bien sûr, mais le problème, c'est qu'il est payé pour dire l'inverse. Donc, c'est bizarre. Puis surtout, l'AIE dit pas du tout qu'il faut sortir des énergies fossiles. Je sais pas où il a vu ça, Nabil. Moi, je suis allé lire le rapport 2023 de l'AIE, et c'est écrit noir sur blanc, je cite, « La fin de l'ère de la croissance des combustibles fossiles ne signifie pas pour autant l'arrêt des investissements dans les combustibles fossiles, mais elle rend cependant injustifiable l'augmentation des dépenses dans le secteur. » Non mais c'est pas du tout pareil.
ils disent pas du tout qu'il faut arrêter l'énergie fossile et abattre la civilisation industrielle et instaurer des matriarcats écoféministes ou je sais pas quoi. Au contraire, ils disent qu'il faut surtout pas arrêter d'investir et que c'est pas la peine d'augmenter les investissements pour le moment parce que par rapport à la demande, il y a suffisamment de carburant à disposition, mais c'est tout. Et d'ailleurs, c'est normal qu'ils disent ça, puisque c'est pas des révolutionnaires ces gens. Ça serait contraire à leur intérêt. Leur mission, depuis 50 ans, c'est littéralement de s'assurer qu'on sortira surtout pas des énergies fossiles et que le pétrole soit accessible. C'est vraiment les pires personnes à qui demander conseil si on veut s'en sortir. Non mais là, c'est une catastrophe. Mais après, si Nabil il cherche des gens qui disent qu'il faut arrêter complètement l'énergie fossile, mais moi je lui en présente. J'en connais plein, il n'y a pas de problème. Pourquoi il va invoquer les sbires de l'énergie? C'est terrifiant. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'air sérieux, c'est ça? Parce qu'ils portent des costumes et des cravates? Mais non, mais faut faire hyper attention, c'est dangereux, ça c'est juste un déguisement. Regarde, depuis 50 ans, des experts, chaque soir, à la tombée de la nuit, ils montent en silence tout en haut du donjon de leur château maléfique, ils se mettent en cercle, là, comme ça, ils enlèvent leurs costumes, ils déploient leurs grandes ailes noires, là, et ils disent que le pétrole coule à flot sur cette misérable planète, plus d'énergie. C'est vraiment un cauchemar, hein. Ils sont complètement fous, c'est des espèces de nazgules en costume cravate. Et Nabil, lui, il se met au milieu, là, avec ses lunettes et son petit carnet. Ah oui, c'est vous les experts, donc ah oui, c'est sûrement une bonne stratégie. Toi, t'es là avec ton micro, puis ils t'attrapent la tête, ils aspirent ton âme et ils disent raser les forêts, creuser des mines de lithium et de cobalt, couvrez de panneaux solaires et d'éoliennes la surface de cette lamentable planète. Plus d'énergie. Et toi, Nabil, t'es plus du tout aux commandes, hein. T'es complètement possédé, là, et tu te dis ah oui, les énergies propres, oui, plus d'énergie propre. Mais c'est un cauchemar. Nabil, réveille-toi, c'est terrifiant. En plus, c'est absolument pas propre. Là, concrètement, dans le monde réel, on parle de destruction et de pollution astronomique. Les experts de l'angoisse, eux, ce qu'ils veulent, c'est encore plus de mines, encore plus de centrales, pour décupler leur pouvoir, leur puissance. Ils ont aucune limite, c'est l'enfer sur Terre. Et toi, là, t'es complètement ensorcelé. Je me dis que ça concerne aussi les investissements qu'on fait pour la voiture. Arrêter d'investir dans des autoroutes, de construire des voies rapides. C'est aussi ça qui permet d'avoir de l'argent et de la place pour développer les transports en commun, le vélo, la marche, etc. La marche ? La marche à pied, tu veux dire ? Mais pourquoi tu dis ça ? C'est littéralement le mode de déplacement naturel de l'espèce humaine depuis 2 millions d'années. La marche à pied. Ah oui, clairement, oui. Ah oui, clairement, on a vraiment besoin de tout l'argent du pétrole, du charbon et du gaz réunis pour développer la marche à pied. Ça, c'est vital. Et pourquoi pas, si tout se passe bien, on pourrait, je sais pas, devenir des bipèdes d'ici 2050. Voire, si on continue sur cette trajectoire, on sera peut-être capable de respirer de l'air et de dormir la nuit avant la fin du siècle. Non mais Nabil, c'est grave là. Combien de fois t'es entré en contact avec des experts ? 60 fois ? Ah ouais, non mais là, moi je peux plus rien faire à mon échelle. 60 fois, c'est violent. À ce stade, faut appeler un exorciste. Clairement, si tu crois que les investissements, ça marche comme ça, un peu moins pour le pétrole et les industries polluantes, et puis un peu plus pour la marche à pied, les siestes du dimanche après-midi, moi je me fais du souci. Et on peut pas te laisser comme ça. Bon, je suis obligé de faire quelque chose. Je suis désolé, mais il faut bien que quelqu'un te dise la vérité à un moment. Moi, assieds-toi d'abord. Voilà, parce que j'ai une mauvaise nouvelle, Nabil. Oui, c'est ça, c'est à propos du capitalisme, et ça va pas te faire plaisir. Je sais pas trop comment te l'annoncer, mais bon, voilà. Bon. En fait, le capitalisme, c'est pas un club de randonnée. Voilà, je suis désolé. Le but du capitalisme, non, c'est pas de se balader entre copains dans des jolis paysages. Le but du capitalisme, c'est l'exploitation sanglante des êtres humains, des femmes, de la nature. C'est l'appropriation du monde vivant transformé en marchandises. C'est l'accumulation constante de toutes ces destructions. C'est la compétition de tous contre tous. Tu vois, le capitalisme, c'est pas une balade en forêt. C'est le perfectionnement continu des machines, des technologies,
qui permettent de commettre ces erreurs avec encore plus d'efficacité. C'est ça qui fait de la croissance et du profit. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est interminable. Les riches sont obligés d'investir constamment dans des nouvelles destructions parce que sans tous ces investissements, l'intégralité du système industriel s'effondre comme un château de cartes. Et c'est pas avec ce système que tu vas sauver la planète. Il aura fin de puissance et de destruction jusqu'à ce qu'on la batte matériellement. Dans tous les plans de transition, il nous faut consommer moins d'énergie pour atteindre la neutralité carbone. En français, ça s'appelle plus de sobriété. Mais alors comment on fait pour en consommer moins de l'énergie ? Là aussi, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de manières différentes d'y arriver. C'était bien expliqué dès le premier épisode de Chaleur humaine par l'économiste Benoît Leguet. Si on isole correctement un logement, si on remplace les ampoules, si on a un mode de chauffage mieux adapté, on gagne en efficacité énergétique. Ça coûte de l'argent au début, mais ça change rien à nos vies ou presque, et à la fin, on gagne même de l'argent. Ça, c'est le premier levier, ce qu'on appelle l'efficacité énergétique. Bon, pour commencer, vous avez entendu, Nabil lui-même dit que sa solution ne change rien à nos vies ou presque, comme si ça, c'était un argument convaincant. Genre, on est face au plus grand défi que l'humanité a jamais connu. C'est historique. C'est la possibilité même de vivre sur Terre qui est menacée par notre mode de vie présent. Et il faudrait au minimum une révolution. Et encore, pas sûr que ça suffise. Mais d'une façon ou d'une autre, on est censé être rassuré quand il nous dit « Ah mais vous inquiétez pas, hein, c'est bon, ça va presque rien changer à nos vies. » Au contraire, moi si quelqu'un me dit ça, tout de suite je me méfie. Je me dis « Oula, c'est potentiellement un adepte de l'agence de l'énergie qui a pris une forme humaine et qui cherche à décourager toute forme de résistance écologiste. » En plus de ça, il rajoute « Ah ouais, et à la fin, on gagne même de l'argent. » Mais ça c'est l'argument des infâmes experts qui ont pris le contrôle de son podcast. C'est pas un argument écolo. Alors après, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit qu'il faut consommer moins d'énergie. Et oui, ça, c'est vrai. Mais selon lui, la solution, ce serait l'efficacité énergétique. En gros, là, on a des ampoules, des machines qui sont pas très performantes. Voilà, ça pollue, ça fait du bruit, de la fumée, ça consomme à mort. Bref, c'est pas efficace. Et du coup, la solution, selon Nabil, c'est de prendre toutes ces ampoules un peu nulles qui grésillent, toutes ces machines fatiguées qui suintent, et on met tout ça dans un hangar géant, on fait venir des dizaines de milliers d'ingénieurs, et on demande à Oppenheimer de nous rendre tout ça hyper efficace, là, efficace, tellement efficace et performant qu'à la fin, le truc, bam, ça a la puissance de feu d'une bombe atomique. Il peut te faire exploser la planète en une seconde. Et voilà, en gros, ça va faire baisser la consommation. Donc là, tu as fabriqué l'étoile de la mort la plus puissante de l'univers, et hop, ça y est, c'est la décroissance. Ta voisine, elle se promène en calèche, ton voisin, il s'est mis au patchwork, tout le monde s'est transformé en Amish. Bon, bah non, ça marche pas comme ça. Et puis en plus, on s'en doutait. Parce que tu dis toi-même que ta solution, au final, elle change rien à nos vies. Et effectivement, l'efficacité, qu'on appelle aussi le progrès, c'est la religion officielle des sociétés industrielles. C'est pas du tout une pensée dissidente, à contre-courant. On risque pas d'être emprisonné à cause de ça. On n'a pas, des militants clandestins persécutés par la section antiterroriste parce qu'ils et elles ont fait la promotion de l'efficacité énergétique sur les réseaux. Mais non, pas du tout. Les gars qui pensent comme ça, c'est des experts là. Ils sont à la tête des centres de recherche, de l'armement, de la technocratie, de l'État. C'est eux qui veulent l'efficacité. Parce que c'est ça qui te permet d'être le plus puissant, d'être le plus fort, de dominer, d'écraser tous tes concurrents. Mais en fait, il y a un moyen très facile de vérifier ton hypothèse, Nabil. Regarde, on va faire ça ensemble. On regarde ce qui se passe autour de nous, on va dire depuis un siècle. Est-ce que depuis un siècle, la technologie a progressé ou a régressé ? Qu'est-ce qu'on observe ? On voit que les machines sont clairement de plus en plus efficaces. T'es d'accord avec moi ? Regarde, on avait des ampoules dont 95% de l'énergie était perdue en chaleur, donc une efficacité de 5%. Et maintenant, on a des ampoules à LED très perfectionnées, avec une efficacité de 47%. Donc c'est clairement un progrès technique, tu vois bien.
Maintenant, regarde avec moi les consommations en électricité depuis un siècle. Qu'est-ce qu'on observe? Ça a baissé ou ça a augmenté? On est passé d'une production de 30 à plus de 500 TWh. Donc tu vois, les consommations, elles explosent. Et ça se vérifie avec toutes les ressources. La consommation, matériellement, n'a fait qu'augmenter. Que ce soit le bois, les minerais, le gaz, le charbon, le pétrole, tout. Aujourd'hui, on est à la fois les plus efficaces et les plus voraces de toute l'histoire de l'humanité et de la vie sur Terre. En fait, on consommait moins quand on était moins efficace. Donc, cette histoire d'efficacité énergétique, désolé, mais ça tient pas debout. Tu t'es fait manipuler, Nabil. Ou alors, t'es un espion de l'agence de l'énergie, sous couverture, et puis je t'ai démasqué. Et pour aller plus loin, on dispose aussi d'un autre très gros levier, c'est la sobriété. Renoncer à des consommations énergétiques dont on peut se passer. Dans une maison, je peux adapter la température du chauffage l'hiver, ne pas laisser les appareils électriques allumés, etc. Mais évidemment qu'on doit aller vers la sobriété, vers la décroissance, être économe, léger, en harmonie avec le monde vivant, évidemment. Et je suis le premier à le dire. Mais le problème, c'est que ça marche pas comme ça. Le problème, c'est que dans le monde réel, quand les chauffages sont plus performants, on chauffe plus et plus longtemps. Quand les ampoules sont plus performantes, on laisse allumer plus longtemps. Quand les véhicules sont plus efficaces, on roule plus vite, on roule plus loin, on fait plus de voyages. C'est triste, mais c'est comme ça. Les gains en efficacité, les gains en productivité, ils nous donnent en fait les moyens de consommer plus et pas d'aller vers la sobriété. Voilà, c'est le contraire. Et ça s'appelle l'effet rebond. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est pas moi qui l'ai découvert. Ça fait littéralement 160 ans qu'on est au courant que ça fonctionne pas. L'efficacité énergétique qui sauve la planète, ça a à peu près autant de chances de réussite que l'affaire du siècle avec Marion Cotillard. Donc je suis désolé Nabil, mais ça commence à être lourd à force. Va falloir se réveiller. Stop maintenant. La troisième brique pour atteindre nos objectifs, c'est ce développement d'alternatives aux énergies fossiles. Bien sûr, dans chaque pays, les solutions peuvent être différentes, mais il y a quelques constantes. Faire basculer une partie des usages vers de l'électricité, en particulier le chauffage, les voitures, le train, voire les camions. Produire une électricité qui émet le moins possible de gaz à effet de serre, concrètement dans la plupart du pays, ça veut dire développer à toute vitesse les panneaux solaires et les éoliennes, qui sont aujourd'hui la manière la plus rapide et la moins chère de décarboner. Mais non, mais n'importe quoi. Développer à toute vitesse, mais non, mais surtout pas. Ça, c'est ce que veulent les agents de Sauron dans la citadelle de l'enfer, là, mais c'est pas ce que veulent les animaux, les insectes, les arbres, les poissons. Non, mais au secours. Non, les panneaux solaires et les éoliennes, ils tombent pas du ciel. Faut les fabriquer. Et comment on fabrique un panneau solaire? Bon, on prend du silicium, on le chauffe à très haute température en brûlant plein de charbon. C'est la principale source d'émission des 3 gaz à effet de serre les plus puissants et les plus polluants du monde. Donc déjà là, si tu veux décarboner, t'es mal parti. Donc si tu veux décarboner, fais surtout pas de panneaux solaires. Et les éoliennes, c'est pareil. Comment on les fabrique? Une seule éolienne, de taille moyenne on va dire. Pour la construire, il faut au moins 100 tonnes d'acier, 15 tonnes de cuivre, 320 kg de néodyme et des tonnes de béton pour les fondations. Donc pour l'acier, le cuivre, le néodyme, il faut aller creuser d'immenses mines. Ça signifie raser des forêts, détruire des habitats, déplacer des populations indigènes, exploiter des esclaves, construire des routes. Ça provoque une liste interminable de nuisances, puis ça se fait pas tout seul. Contamination de l'environnement au mercure, aux métaux lourds, érosion des sols, pollution de l'air, des nappes phréatiques, cancer, gaz à effet de serre. Et là, tu sais quoi? T'as même pas commencé la fabrication. Parce qu'après, il faut raffiner tous ces matériaux, au passage, qui sont pas du tout renouvelables. Et il faut les transformer. Ça génère encore énormément de pollution, des produits chimiques, des transports dans tous les sens. Et c'est la même chose pour les batteries, pour les voitures électriques. Et le pire, c'est que une fois que tu as produit tout ça, toutes ces nouvelles énergies, le pire, c'est qu'elles vont même pas remplacer les anciennes. Ça va juste s'accumuler à l'existant, s'empiler, faire gonfler le système. C'est de pire en pire. Ouvre les yeux. Et c'est ce qui est en train de se passer depuis des années.
C'est une catastrophe. Nabil, sors de là. Sauve-toi, échappe-toi. Pour que tout ça fonctionne, il faut mener ces 3 étapes en même temps. Investir dans les énergies renouvelables et en même temps arrêter de forer du pétrole et du gaz. Développer les véhicules électriques et en même temps mettre moins de voitures sur les routes. Mais quel enfer! Mais je comprends pas. Il demande vraiment une chose et puis son contraire. C'est absurde. Si on produit plus de voitures en usine, on se retrouve avec plus de voitures sur les routes. Faut juste arrêter d'en produire, c'est tout. Si t'en veux moins, faut en faire moins, pas plus. En fait, si Nabil il était coach en nutrition, il nous dirait certainement que la meilleure stratégie pour arrêter de manger du sucre, c'est de remplir à craquer nos frigos de bonbons et de crème glacée, et il appellerait ça petit guide pour sortir de l'alimentation sucrée. Trouver des solutions avec 60 experts de chez Haribo et Ben & Jerry's. Si on se contente d'ajouter les énergies les unes aux autres, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas de transition, il y a juste un empilement de nouvelles énergies. Et donc, il faut accepter de renoncer à des choses. Et ça, vraiment, je trouve que c'est le point le plus crucial qu'on a souvent du mal à comprendre. T'as souvent du mal à comprendre, oui. Bah oui, mais justement, sors de ton studio rempli d'abominations et de créatures de l'ombre. Tu peux pas réfléchir dans ces conditions, donc sors de là et puis tu vas voir. T'auras moins de mal à comprendre. Tu vas réaliser que l'empilement des énergies dont tu parles, c'est malheureusement ce qui va se passer si on applique ton petit guide. Et d'ailleurs, pour être plus précis, c'est pas un empilement, mais c'est plutôt une espèce de symbiose des énergies qui a lieu, puisque toutes ces nuisances, elles sont dépendantes lourdement les unes des autres, et en plus de ça, elles se renforcent les unes les autres. Et puis la transition, la transition, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On n'en a jamais vu, on n'en verra jamais, ça s'empile et ça va continuer de s'empiler. À moins, comme tu le dis, de renoncer à certaines choses. Et ces choses, nous les écologistes, on appelle ça la civilisation industrielle. Si tu renonces pas à la civilisation industrielle, tu continues d'empiler. L'intégralité du système industriel repose sur l'extraction, la déforestation, l'agriculture industrielle, la mondialisation des échanges, la division internationale du travail, le consumérisme, l'exploitation des humains et de la nature, sur la hiérarchie et le travail forcé, l'empoisonnement général, la pollution éternelle, etc. On ne peut pas avoir un monde vivant sain et en même temps une civilisation industrielle. Il faut choisir. Donc quand Nabil Wakim ou n'importe quel dévot du système industriel pose la question « Comment arrêter le réchauffement climatique ?», sans arrêter le développement industriel, là il cherche à résoudre une équation impossible. Et donc c'est logique qu'à la fin, il se retrouve avec des résultats délirants. Bon, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut rajouter après tout ça ? 2 points me semblent essentiels. Premièrement, c'est qu'il y a de toute évidence une ressource renouvelable à l'infini qu'on peut aujourd'hui trouver en quantité quasiment illimitée sur la planète. Il s'agit des discours pseudo-écologistes. Il suffit de lire le journal, d'écouter la radio, d'allumer la télé. Les experts fournissent un travail considérable pour prévenir tout risque de pénurie en pseudo-écologie. Au milieu de tout cet entassement grotesque et répugnant de livres, d'articles, d'interviews, de vidéos faisant la promotion des nuisances au nom de la préservation de l'environnement, il fallait bien que le journal Le Monde, le quotidien le plus lu en France, lui aussi fasse sa part et contribue au délire général en publiant son propre podcast Chaleur humaine. Ce que j'essaye de faire avec mes petits moyens, c'est de compenser. Deuxièmement, et pour finir, une question reste en suspens. Comment arrêter les énergies fossiles ? Certainement pas en suivant les conseils de Nabil Wakim. Certainement pas en augmentant l'énergie produite. Certainement pas en augmentant l'efficacité du système. Je vais vous le dire, et c'est très simple. L'industrie fossile, c'est une longue chaîne de production, de l'extraction jusqu'à la distribution, avec ses failles, ses goulots d'étranglement, ses réseaux, ses vulnérabilités, ses points critiques. Et parmi ces vulnérabilités, il y a notamment son réseau de distribution, les pipelines, très exposés, très accessibles, très reconnaissables. Si les écologistes décident, d'une façon ou d'une autre, matériellement, physiquement, de stopper cette chaîne de production, ça représente des pertes considérables pour les industriels, et potentiellement, c'est tout le système qui est mis à l'arrêt.
Pour en savoir plus sur ces stratégies, vous trouverez un lien en description vers notre conférence pour une écologie radicale. Attention, comme d'habitude, tout ce qui est dit ici ne constitue évidemment qu'un pur exercice de pensée fictif et imaginaire, et absolument pas un appel ou incitation à une quelconque action directe. Voilà, c'est très simple. C'est pas facile, mais c'est simple. Bien sûr, ça mettra en colère les riches, ça mettra au chômage technique les experts de l'Agence de l'énergie, mais ça fera plaisir aux ours polaires et ça sauvera la vie sur Terre. Nous n'avons pas choisi de naître à cette époque, mais nous pouvons choisir notre destin et relever ce défi. L'histoire nous a menés jusqu'à cette question aujourd'hui inéluctable. Et ce sera peut-être la question la plus importante de toute votre vie et de celle de l'humanité. Entre les machines industrielles et la vie sur Terre, il faut choisir. De quel côté allez-vous vous engager ? Pour ce système mortifère, ou bien pour la vie, pour la nature, pour la liberté ? Sauvons la vie, brisons les machines. La résistance est nécessaire, la victoire est possible. Vive la liberté et vive l'anarchie. À bientôt sur Floraison. But when people fight, that is something. It does grab the attention, and it should, because it's real stuff. It isn't just this symbolic game of, oh, it makes me feel good, I have my sign and stuff. Well, I don't care about that. If it was not ineffective, I would much rather have a nice, polite, peaceful, nobody is put in danger, nobody gets hurt, no one gets arrested, nobody gets hit on the head by a cop, and not even a window is broken. Ideal, except it doesn't work that way. L'organisation ne profitera jamais qu'aux organisateurs. La technologie ne profitera jamais qu'aux technologues et aux technocrates. Point. Et tout le reste, que ce soit le monde naturel, avec ses minerais, ses matières premières, ou ses humains, ne sont jamais que les instruments et les moyens qu'utilisent la technologie et les technocrates pour arriver à leur fin, c'est-à-dire un surcroît de puissance. L'organisation cybernétique de la société, le gouvernement par la machine, c'est l'inverse rigoureux de l'anarchie. C'est exactement l'inverse. Our planet is dying. Actually, she's being drawn and quartered. We are on the verge of complete biotic collapse. And that is 500 million years of evolution gone. We are out of soil, we are out of species, and we are out of time. We really need to start thinking like a serious resistance movement, because this is a war. I know it's been going on 10,000 years. It feels like daily life. The lights are on, the cupboards are full, but this is a war. And if anyone is left to look back 100 years from now, they are going to wonder, what the fuck was wrong with us? That we didn't fight like hell when our planet was going down. Now you love something or you wouldn't be here. Whatever you love, it is under assault. Love is a verb. We've got to let that love call us to action.